Bon, let's go. Donc théoriquement, Bon. c'est bon. On est en Facebook Live. Waouh! Là, c'est en train de charger. On Bon, rigole Chris, plus là, hein? Facebook hein? Live. Exactly. Je suis super enthousiaste. Je suis trop content d'être avec toi, Chris. De même, Ronnie, ça fait plaisir de passer un bon moment ensemble. Ouais, je vérifie juste si techniquement on est bien en live sur Facebook. Et hop. Ouais, ben c'est bon. Parfait. C'est Je bon, regarde le son c'est aussi. bon. Le son chargé. Voilà, Ouais, c'est bon. Le son marche très bien. Bon, excellent. ben parfait. Je me mets en mode avion comme C'est ça. On ne officiel. dérange pas. Nickel. Bon, Chris, je te redis bonjour par principe parce qu'on est en Facebook Live, sinon les gens, je vais passer pour quelqu'un d'impoli. Mais voilà, ben, je suis trop heureux d'être là avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps hyper précieux parce que c'est un temps que tu ne passes pas avec ta famille ou avec tes équipes. Ou, voilà. Là, aujourd'hui, on est entre deux hommes qui avons fait connaissance il y a quelques années maintenant. Euh, Déjà, oh, il y a bien au moins 6 ans, c'est ça? ouais, 2000 en décembre 2014, il me semble, si je ne me 2014, trompe bah, pas. 7 ans déjà, presque. Ça passe vite, le temps passe vite quand on s'amuse. C'est clair, ça passe super vite. Donc, pour parler un peu à ma communauté, donc aujourd'hui, je suis en train de faire l'interview d'une personne qui est légendaire dans l'industrie du marketing de réseau francophone, parce que, à ma connaissance, en francophonie, donc des personnes qui parlent français, hein, originaires de France, je ne connais personne qui a atteint et dépassé le milliard de chiffre d'affaires en marketing relationnel. Et aujourd'hui, Chris Dorjat, que vous voyez là, ben, c'est une personne qui l'a accompli, qui a dépassé, qui a généré hein, en termes de chiffre d'affaires pour l'entreprise pour laquelle il bosse aujourd'hui, qu'il développe. Il a généré donc plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, comment, voilà, je l'ai répété plein de fois, je pense que c'est compris maintenant, ok, mais voilà, comment il a fait, c'est quoi son parcours, qui il est, voilà, donc aujourd'hui, le but, c'est un peu de débroussailler tout ça, de découvrir un peu Chris, qui est quelqu'un que vous verrez de hyper humble, qui est hyper discret, quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui, ben, en fait, profite surtout de sa famille. Donc, Chris, est-ce que tu veux bien te présenter auprès de notre communauté, donc des bâtisseurs MLM, et aussi à mes amis Facebook. Au passage, on est aussi sur mon mur Facebook. Ouais, tout Donc, à fait, Ronnie, tout voilà. à fait. Bah, tout d'abord, je te remercie encore de m'avoir accordé cet honneur de faire cette entrevue. Évidemment, on se connaît depuis quelques années et je t'apprécie énormément. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as déjà fait, et je sais tout ce que tu feras dans le futur encore. Voilà, je t'estime énormément, évidemment, et c'est vrai qu'on a déjà connu des moments assez forts et que en réalité, bah, j'apprécie aussi ton professionnalisme, ta personne, voilà, quelqu'un un peu comme moi, je dirais, qui aime un peu son indépendance d'un certain sens et qui a vraiment, disons, l'intérêt de ses membres d'équipe et de ses proches, vraiment, disons, principalement. Disons, en tant que focus, si l'on peut dire. Donc, ça, c'est très important. Donc, bah, écoute, je vais peut-être te parler, oui, pour pouvoir partager, disons, un peu plus de mon historique, si l'on peut dire, de mon parcours dans le marketing de réseau avec ton audience. Bah, je commencerai tout simplement par me présenter, à savoir qui je suis. Donc, comme tu l'as fait un peu plus tôt, tu m'as présenté comme Chris Dorja. La raison pour laquelle je m'appelle Chris Dorja, c'est parce que j'habite en Angleterre depuis bah, une trentaine d'années. En fait, c'est Christophe Dorja, mais bien évidemment, beaucoup plus facile pour les Britanniques de dire Chris que Christophe. Pour ceux qui connaissent bien l'anglais, Christophe rime un peu avec Pestoff, et c'est pas très poli en anglais. Donc, Chris est beaucoup plus simple. Euh, je suis originaire de la région parisienne. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les Hauts-de-Seine, je viens de Clamart, donc qui n'est pas du tout loin de Paris. Et disons que voilà, donc j'ai 53 ans. Je suis mari de mon épouse qui est néerlandaise, Titia, que j'ai rencontrée justement il y a presque 30 ans maintenant, quand je suis arrivé ici en Angleterre. Il passe à bonjour. Voilà. Et aussi papa de deux filles maintenant, bah, qui sont grandes, de 22 et 24 ans, en fait, bah, cette semaine.
toutes les deux ont 22-24 ans, donc deux filles. Et donc, moi, si tu veux, je suis tombé sur le marketing relationnel quand j'avais 36 ans, en fait. Mon parcours, très, très rapidement, au niveau professionnel, c'était dans l'enseignement. Bon, j'ai suivi une voie très traditionnelle. Baccalauréat, ensuite je suis allé à la fac à la Sorbonne pour faire, à l'origine c'était un doc d'anglais, après on a été jusqu'à la licence, ensuite la maîtrise, on a même continué jusqu'à un DEA de langue anglaise et aussi de civilisation britannique, ainsi qu'en pédagogie. Et en fin de compte, moi, j'ai toujours été un gros fan de l'Angleterre, de tout ce qui était britannique. Étant né en 1968, pour moi, les années 70, c'était un peu les années un peu magiques. Quand je regardais la télé, je voyais plein de séries anglaises. J'étais fanat de toutes ces séries-là. J'adorais tout ce qui était musique britannique, culture, etc. Donc, ça a toujours été une de mes attractions, disons. J'ai toujours été un énorme anglophile. Et ça a toujours été mon rêve, disons, d'habiter en Angleterre, ou de moins avoir une expérience en Angleterre. Et c'est comme ça qu'en fait, à la fin de mes études à Paris, donc j'ai eu l'occasion de partir pendant un an pour être assistant de français à Liverpool. Donc ça remonte à 1991, donc à l'âge de 23 ans. Et en fin de compte, c'est là que, comme je disais, que j'ai rencontré mon épouse Titia, qui, elle, faisait un stage, qui venait des Pays-Bas pour faire un stage. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Cette première année aboutit sur une deuxième année. J'ai eu l'occasion de rester une deuxième année, encore une fois, en tant qu'assistant de langue, donc pour en même temps continuer ma carrière, disons, ou commencer plutôt ma carrière d'enseignant. Et en fin de compte, une année après l'autre, on fait que je suis resté ici. Je me suis finalement installé pas loin de Liverpool, à une trentaine de kilomètres de Liverpool, dans une station balnéaire qui s'appelle Southport. Donc, une ville assez résidentielle, juste en bord de mer, sympa, en fait idéal si on a des enfants, si on veut avoir un peu d'air aussi et pouvoir ne pas nécessairement habiter dans une grande ville. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie ici, donc en enseignant. Et en gros, quand on a des enfants, et toi tu le sauras évidemment, comme tu es jeune papa encore, mais quand on a des enfants, c'est vrai que ça nous change d'un certain sens. Ça nous fait réfléchir à savoir quelles sont les choses importantes de la vie. Disons, au bout d'un certain nombre d'années d'enseignement, disons donc j'enseignais dans le secondaire principalement, évidemment en tant que prof de français. Au bout d'une dizaine d'années d'enseignement, je commençais un peu à en avoir marre. C'est un job qui est très puissant d'un certain sens. C'est quelque chose dans lequel j'étais totalement impliqué et que j'adorais. Maintenant, c'était plutôt la partie, je dirais, administrative, la partie un peu analytique, les meetings, etc., qui commençaient vraiment un peu à m'exaspérer. Et en gros, à 36 ans, je me suis mis à regarder, à savoir s'il n'y avait pas éventuellement autre chose que je pouvais faire. Bien évidemment, quand on est père de famille, qu'on est responsable, du moins en partie pour le revenu de sa famille, on ne peut pas non plus se permettre de quitter son job et de faire autre chose du jour au lendemain. Et c'est un peu comme ça que je me suis mis à rechercher un peu ce que je pouvais faire. D'une manière ou d'une autre, j'étais persuadé qu'il y avait d'autres moyens de gagner de l'argent que d'aller travailler 5 jours par semaine. Oui, effectivement, j'aurais très bien pu commencer, je ne sais pas moi, une affaire un peu plus traditionnelle, que ce soit un magasin, un restaurant ou quoi que ce soit, mais j'en avais aucune expérience, ce n'était pas vraiment mon truc, mais je savais au fond de moi qu'il y avait peut-être une manière différente de gagner de l'argent. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis tombé totalement par hasard sur le marketing relationnel sur Internet. Donc là, je suis en train de parler de 2004. En 2004, où en fin de compte, l'Internet, c'était encore quelque chose d'assez, je ne vais pas dire nouveau, mais c'était une source un peu d'information qui était accessible, je dirais pas à toute la population, si l'on peut dire. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez privilégié d'un certain sens, il y a 17 ans de ça. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis, en répondant à une annonce, une pub que j'ai vue sur Internet,
J'ai fini par recevoir, j'ai reçu un jour un appel, un coup de fil d'une personne que je connaissais absolument pas et qui a commencé à m'expliquer en fait qu'effectivement, je pouvais commencer mon propre business en travaillant de chez moi, à représenter une marque. En l'occurrence, à l'époque, c'était une compagnie de téléphonie. Donc, une compagnie qui offrait accès à l'ADSL, qui, encore une fois, en 2004, était quasiment inexistant. C'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Euh, et en fin de compte, moi, il y a deux choses qui m'ont vendu à ce projet-là, si on peut dire. Un, c'était déjà, je connaissais la compagnie en particulier dont cette personne me parlait parce que j'étais déjà client moi-même, parce que c'était aussi une compagnie qui opérait en système traditionnel, disons une compagnie de télécom normale, mais qui avait l'intention de développer une branche, si l'on peut dire, marketing, plutôt en marketing relationnel. Euh, et l'autre chose, c'était l'idée de pouvoir commencer un business en parallèle à mon activité de professeur. Savoir que je n'avais pas besoin de risquer quoi que ce soit. Le seul risque que je prenais, c'était les 200 livres sterling d'investissement initial. Et en fin de compte, c'est comme ça que ma carrière a commencé. Tout simplement en allant sur Internet un samedi soir, par frustration. Et voilà, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé dans l'industrie. Génial. D'accord, ben moi, j'ai tellement de questions, Chris, pour toi. Du coup, aujourd'hui, donc ça fait combien d'années que tu fais du MLM? Ça fait 17 ans? Depuis 2004, donc ça fait 17 ans. Ça fera Ouais. 17 ans exactement au mois de septembre, parce que j'ai commencé en septembre 2004. Donc Wow, ça a super. été une belle aventure, pleine de hauts et de bas. C'est la nature de la chose. Ouais. Et ben, est-ce que tu veux, comment tu veux qu'on commence, enfin, un peu à faire. Moi, j'ai envie d'apporter un maximum de valeur en fait aux gens qui nous Mhm, écoutent, hein. mhm. Quelque chose Ouais, qui ouais. puisse leur donner des conseils, Bah, des ouais. trucs peut-être par rapport à des différentes situations, différentes problématiques, comment on peut les aider eux à avancer. Et à la fois, j'ai envie de voilà d'entendre un peu ton histoire. Mhm, Euh, mhm. Est-ce que tu peux me dire quelles sont toutes les erreurs que tu as commises dans ta première expérience dans les télécoms? Et, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire peut-être, faire Mhm. quels ont été tes exploits peut-être ou aucun exploit, c'est possible, hein. Moi, par exemple, dans ma première expérience, j'avais réussi à faire quelques bonus, mais très rapidement, j'ai abandonné, hein. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu peux me partager ta première expérience, puis peut-être la deuxième, troisième, comme ça on fait Ouais, dans l'ordre, les leçons, les différentes leçons que tu as tirées au fur et à mesure de ta carrière? ouais, ouais. Disons que si j'en reviens à mes tout débuts, quand j'ai commencé donc avec cette première compagnie de télécom, évidemment, j'étais ultra excité, comme toute personne qui se lance dans le MLM. On se dit, waouh, pourquoi personne n'y a jamais pensé, c'est tellement incroyable, on se demande pourquoi tout le monde ne le fait pas, etc. Donc c'est un peu, disons, sur cette phase d'excitation, j'ai fait un peu la première erreur qui était d'en parler absolument à tout le monde comme un fou, littéralement leur raconter tout le plan de rémunération, leur parler des services, etc. Donc totalement effrayer mes clients, mes potentiels clients, potentiels membres d'équipe. Et en fait, ça, c'était ma toute première erreur. Donc la première chose à faire, c'est ne pas se lancer nécessairement tout seul sans prendre conseil auprès de qui que ce soit. Et c'est pour ça que c'est tellement important de travailler en équipe, d'avoir quelqu'un avec qui on peut faire confiance, d'avoir un coach, bien évidemment un sponsor qui nous supporte, mais toujours apprendre des erreurs des autres, si l'on peut dire, ou du moins de faire ses propres erreurs et ensuite d'enseigner à ses membres d'équipe de ne pas faire ces mêmes erreurs. Donc ma première erreur, ma première semaine, en gros, c'était simple, c'était une grosse déception. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai fait, j'ai appelé tous les gens que je connaissais. Je connaissais à peine mes produits. Je les ai bombardés de questions, de questions sur ce qu'ils voulaient, comme éventuellement si ça pouvait les aider. Je leur ai bourré la tête avec plein d'infos qui étaient complètement inutiles. Et en fait, j'ai perdu énormément de temps comme ça. Donc, j'ai fini par écouter mon sponsor qui m'a dit non, l'idée, c'est simplement de présenter ton service, présenter ton opportunité et laisser les gens décider à savoir si c'est pour vous ou pas. Donc, en changeant cette approche-là, j'ai commencé à avoir du succès. Donc, j'ai rapproché certaines personnes ou d'autres personnes que je n'avais pas encore approchées. Et c'est comme ça, disons, que j'ai eu mes 10 premiers clients. Parce qu'en fait, dans cette MLM, mon premier MLM, il fallait trouver 10 clients pour activer son business, ce qui est énorme. Mais j'ai quand même réussi à le faire et ça m'a pris à peu près 2 semaines après ça, quoi. Donc, en 3 semaines, j'avais mes 10 clients. J'avais récupéré mon investissement.
Et j'ai commencé, commencé à dupliquer avec ces gens-là. J'ai eu l'énorme chance d'avoir un mentor, une personne qui vraiment avait beaucoup d'expérience et qui m'a aidé, qui m'a guidé. C'est au cours de mes premiers mois. Et en fin de compte, à l'époque, ce qu'il y a, c'est que l'Internet était hyper puissant et pas encore trop exploité, si l'on peut dire. Donc, une des choses qui m'a permis, disons, de progresser durant mes 2 premières années, parce qu'en fait, il m'a fallu pratiquement 2 ans pour en arriver à un point où j'ai pu arrêter ma profession disons de professeur, c'était d'utiliser l'Internet. Donc, en fait, comme c'était un service très technique, un service, disons, de téléphonie, énormément de gens qui voulaient se mettre sur la DSL, évidemment, aller sur Internet pour trouver ce service-là. Donc, j'ai eu une expérience assez, disons, euh, comment pourrait-on dire, une expérience très, disons, à l'époque, Google était la seule manière, disons, de faire des pubs sur Internet. Et à cette époque-là, on dirait que moi et mon sponsor étaient pratiquement des pionniers, disons, si on peut dire, pour trouver des clients en ligne de cette manière-là. Donc, c'est ce qui m'a permis au bout de 2 ans d'avoir une base de données et une base de clients de pratiquement 20 000 clients, bien principalement par Internet, mais aussi, je dirais, de manière plus traditionnelle, en faisant des meetings locaux, etc., parce qu'on avait aussi, bien évidemment, l'opportunité de faire ça, à savoir que cette compagnie était uniquement ouverte en Angleterre. Et donc, il m'a fallu donc 2 ans pour arriver à une situation où j'ai pu arrêter d'enseigner et j'ai pu, disons, pouvoir faire cette occupation à plein temps. Donc ça, c'était au bout de 2 ans. Mais la grosse erreur de début, c'était vraiment d'en dire trop aux gens ou de cibler certaines personnes et essayer de convaincre cette personne de joindre mon opportunité ou de prendre mes produits, quoi. Donc ça, c'était ma première expérience. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que cette compagnie donc, de télécom a été rachetée qui était une compagnie, comme je disais, classique, mais il y avait à peu près 10% de ses ventes étaient faites par marketing relationnel. En fait, cette compagnie a été rachetée au bout de la 3e année par un compétiteur, une autre compagnie anglaise aussi de télécom plus grande, l'équivalent d'Orange ou France Télécom à l'époque. Et donc, en fait, il y a eu une énorme incertitude à savoir ce qui allait se passer au niveau du réseau. Et c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, disons dans cette 3e à 4e année, on a commencé à regarder à d'autres options aussi parce qu'on n'était pas sûr de ce qui allait se passer. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à travailler avec la compagnie avec laquelle je suis à l'heure actuelle, compagnie de voyage donc, que j'ai joint en 2010, une compagnie américaine que toi tu connais très bien, bien évidemment, et qui offrait simplement la possibilité de voyager à moindre coût. Donc c'était un club de voyage, à savoir un concept un peu nouveau en 2010, quoique plein de compagnies se sont mis à faire, disons, à offrir des produits très similaires entre 2010 et 2020, si on peut dire, durant cette décennie. Mais à l'époque, c'était une des toutes premières compagnies à offrir ce type de prestations, donc d'abonnement qui permettait de s'économiser de l'argent et de voyager. L'idée étant non seulement de voyager, mais aussi de créer cette communauté de gens fun, dynamiques, etc. Donc c'est comme ça en fait que j'ai joint cette compagnie en 2010. Avec justement mon sponsor initial et aussi un collègue à moi américain avec qui j'avais un très très proche rapport. Et en fait, c'était un peu comme si on repartait à zéro. Même si en marketing relationnel, on a bien évidemment tendance si malheureusement une compagnie, disons, échoue ou ne correspond plus à notre vision ou à ce qu'on a envie d'accomplir. Ça arrive, hein, ça c'est tout à fait normal. Bien évidemment, quand on passe d'une compagnie à l'autre, on a tendance à rester proche de certaines personnes. Donc, mais d'une manière ou d'une autre, on perd quand même pas mal de gens au passage. Donc, il a fallu reconstruire, repartir à zéro. La seule différence, c'était une différence énorme, c'est que contrairement à une compagnie qui était uniquement concentrée sur le marché anglais,
tout d'un coup, cette compagnie de voyage m'a permis, et elle a permis aussi à mes partenaires, de pouvoir explorer d'autres marchés, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie. Et c'est là, en fait, à travers cette compagnie, j'ai vu le potentiel, parce que bon, la réalité des choses, c'est que si on se concentre sur un marché, même si le marché britannique était très porteur, j'avais jamais vraiment fait de gros chèques, si l'on peut dire. Bien évidemment assez pour pouvoir en vivre, mais pas vraiment pour pouvoir offrir le style de vie que je voulais offrir à ma famille. Et c'est cette compagnie de voyage qui, en 2010, m'a ouvert les yeux, disons, à un marché beaucoup plus grand. Non seulement marché, comme je le disais, européen, mais marché global, littéralement. Et c'est comme ça qu'en fait, on a commencé avec, en particulier mon partenaire américain, on a commencé à voir, explorer les marchés asiatiques de mon expérience, de mes recherches, étaient des marchés extrêmement porteurs, des marchés pas particulièrement faciles à pénétrer, si l'on peut dire, ou avec qui pour pouvoir faire des connexions. C'est pas du tout facile. D'autant plus qu'en 2010, encore une fois, l'Internet, et en particulier les réseaux sociaux, n'étaient pas particulièrement bien développés. Donc, en fait, on a quand même tenté, avec différentes plateformes, en particulier Facebook, à faire des contacts, Facebook ou LinkedIn, des contacts en Asie. Et c'est comme ça qu'en persévérant, au bout de 6 mois, ce qui était vraiment quelque chose d'assez... en général, on peut attendre 6 ans pour trouver une personne comme ça. Au bout de 6 mois, on a eu vraiment la chance de tomber sur une personne à Singapour qui a tout à fait compris, ou très rapidement compris le concept. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que cette compagnie était ouverte à Singapour, mais il n'y avait pratiquement aucun représentant sur Singapour. Donc c'est pour ça qu'on s'était focalisé sur ce marché-là. Et là, je suis en train de parler donc de septembre 2010. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur cette personne. Cette personne a eu la vision, avait les connexions, avait une bonne expérience du marketing relationnel avec une compagnie de nutrition. Et c'est comme ça qu'en fait, on a commencé une équipe là-bas, une toute petite équipe d'une poignée de personnes qui a grandi lentement mais sûrement au cours des mois. Donc, on avait à peu près 200 personnes au bout de 3 mois sur Singapour. Donc, pas grand-chose. Mais vu que c'était un marché porteur et que la compagnie avait compris le potentiel de l'Asie, on a eu de plus en plus, disons, de voyages dans cette région, ce qui fait que de plus en plus de gens ont joint, ce qui fait que l'équipe a grandi. Aussi, ce qui est utile quand on a une équipe comme ça à distance, c'est de leur donner des buts à atteindre et de leur dire, voilà, si vous atteignez tel but, eh bien, on va venir sur place pour vous aider à construire votre business. Ce qui est facile à dire si on est à Paris et on a une équipe à Montpellier ou à Lyon, ce qui est un peu moins évident quand on habite au Royaume-Uni, aux États-Unis et on doit se déplacer à Singapour. Mais voilà, on leur avait donné un challenge. Voilà, si vous avez 500 personnes dans l'équipe, ou dès que vous avez 500 personnes dans l'équipe, on viendra vous supporter. Et en fait, on est arrivé à 500 très très rapidement. Je crois que c'était en tout début de 2011. Donc, en février 2011, on a été à Singapour pour aider cette équipe-là. Et la suite a été incroyable, quoi, parce que c'est une équipe qui de 500 est passée à 5000 en l'espace de quelques mois. Ce groupe a grandi, s'est décuplé littéralement dans l'année qui a suivi. Donc, on avait à peu près une vingtaine de milliers de membres au bout d'un an. Ce qui a encouragé, bien évidemment, la compagnie à commencer à faire des événements là-bas. Et littéralement, ce qui s'est passé, c'est que Singapour étant ouvert, ça a débordé sur d'autres marchés avoisinants, la Malaisie, Hong Kong, etc., et d'autres pays, Taïwan. Et c'est comme ça qu'en fait, sur un espace de 4-5 ans, cette équipe s'est démultipliée en plus d'1 million de membres pour cette compagnie de voyage. Ce qui est, pour moi, était du jamais vu. À la fin, on prend même les choses pour acquis.
même si des fois je me pinçais, je me disais, waouh, on faisait des semaines carrément à 20 000 nouveaux membres par moment, ce qui était complètement incroyable. À la rigueur, à la fin, on ne comprend plus même ce qui se passe. Mais ce que ça m'a appris, c'est qu'en fin de compte, tout est possible dans le marketing relationnel. J'avais bien évidemment, au début de ma carrière, entendu parler encore une fois, de gros chèques, de grosses équipes, etc., mais j'y croyais pas vraiment. Et en fait, c'est ce qui m'a prouvé qu'effectivement, c'est possible de créer de grosses équipes dans le marketing relationnel. Maintenant, étant un système binaire, c'est super d'avoir 1 million de membres dans une équipe, mais en fait, ça ne va pas nécessairement vous payer. Et donc, c'est comme ça qu'en parallèle à cette équipe, on a commencé à construire aussi dans d'autres marchés, en Amérique du Nord, en Europe, bien évidemment, notamment en France, en Australie, au Canada. Disons, voilà, on a commencé d'autres équipes dans d'autres marchés. Et on a participé à l'ouverture pratiquement d'une dizaine de marchés avec cette compagnie. Et c'est ce qui, en gros, a fait mon succès dans cette industrie et m'a appris énormément de choses. Donc ça, c'est un peu mon parcours, les grandes lignes de ma carrière avec ces deux compagnies et ce qui explique d'où vient ce milliard de chiffre d'affaires. C'était vraiment absolument incroyable de voir l'équipe grandir à cette allure-là. Et cette équipe continue évidemment à progresser, à avancer. Et c'est quelque chose de vraiment excitant dans la phase justement où on en est avec cette compagnie. Excellent, génial. Maintenant, en fait, j'ai des questions pour ceux qui démarrent. Donc maintenant, quelqu'un qui démarre de zéro, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire, de ne pas faire? Voilà, faire et ne pas faire, je pense que c'est déjà un bon début. Voilà, un nouveau qui démarre, qu'est-ce que tu lui dis? Voilà. Ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est que des fois, pas des fois, c'est beaucoup plus avantageux de passer du temps de qualité avec une nouvelle personne qui démarre au début, au lieu de les faire démarrer rapidement et ensuite rattraper la chose en cours de route et voir perdre du temps et être frustré. Donc pour moi, c'est hyper important quand quelqu'un démarre d'organiser un appel, un rendez-vous et de m'asseoir avec cette personne et identifier ce qu'elles attendent de leur business. Okay. Donc, c'est très, très important d'être transparent. Donc, pour moi, c'est toujours une question de savoir, OK, première chose, voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu veux construire rapidement ou lentement? Une des erreurs que j'ai fait, une de plein d'erreurs que j'ai fait, c'est d'assumer que tout le monde veut ce que je veux en faisant du marketing relationnel. C'est-à-dire, je voulais faire ça le plus vite possible pour pouvoir arriver à plein temps le plus vite possible et me faire le plus d'argent, etc. Mais bon, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a énormément de gens qui joignent une compagnie de marketing relationnel simplement pour arrondir les fins de mois, pour gagner 200-300 euros de plus, 500 euros de plus, 1000 euros de plus. Et ça s'arrête là. Hein. Je dirais même que 80% des gens qui joignent un MLM, même si l'intention est de se faire plein d'argent, la plupart des 80% des gens qui restent dans le MLM se font, oui, des revenus, je dirais, acceptable, si l'on peut dire, mais ce n'est pas l'ambition de tout le monde qui commence du marketing relationnel de se faire plein d'argent. Donc, ce qui est toujours important, c'est d'identifier au départ qu'est-ce que la personne attend de son opportunité. Ce que je ne faisais pas au tout début. Une fois qu'on a cette clarté, si l'on peut dire, au moins les choses deviennent beaucoup plus transparentes. Ça nous permet aussi de pouvoir, une fois qu'on a aussi mis des objectifs en place avec cette personne pour pouvoir leur aider à atteindre ce qu'elles veulent. Donc, si quelqu'un me dit, voilà, je veux faire ça lentement, eh ben, on va leur dire, voilà, je te conseille de faire X présentations par semaine. Et voilà, on va viser un tel revenu d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, etc. etc. Quelqu'un qui me dit, je veux faire ça à plein temps le plus vite possible, j'ai plein de temps à investir là-dedans, à ce moment-là, bien évidemment, on va leur donner des objectifs avec un peu plus de challenge, si l'on peut dire. Mais ce qui est important, c'est de savoir, en gros, voilà, à quelle vélocité, à quelle rapidité ils veulent progresser. Ce qui nous permet plus tard de pouvoir, alors je ne vais pas utiliser le terme les rappeler à l'ordre, mais c'est important de leur demander leur accord au tout début pour leur dire, voilà, est-ce que si je vois que tu dévies de ton plan, est-ce que je peux te le dire? Okay, c'est important d'avoir cette entente, cette transparence avec ses représentants, à savoir que si cette personne te donne son accord, c'est beaucoup plus facile ensuite de leur dire, voilà, tu as dit que tu allais faire ci, mais tu ne le fais pas. Moi, c'est pour ton bien, ok.
mais c'est important d'avoir un peu ce rôle d'aiguilleur, si l'on peut dire, afin de pouvoir mettre les gens ou aider les gens à suivre leur parcours. Beaucoup de gens commencent, évidemment, se découragent bien souvent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiatement. Ça, c'est aussi un peu la faute des fois du sponsor qui peut-être ne manage pas les attentes des gens de manière, disons, peut-être professionnelle. C'est important de dire aux gens, voilà, ne vous attendez pas à des miracles. Mais ce qui est hyper important, c'est d'avoir cette clarté avec cette nouvelle personne qui commence dès le début. Un, pour qu'ils aient des objectifs qui soient réalistes. Deux, pour pouvoir avoir cette espèce de relation de confiance, de relation comme je disais, d'aiguilleur, pour pouvoir, disons, ne pas craindre de les offenser et de leur dire, voilà, tu avais dit ci, mais tu ne l'as pas fait. Moi, je suis là pour t'aider. Donc, voilà, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça pour arriver au succès que tu comptes atteindre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est bien, des fois, si on ne fait pas ça au début, c'est difficile après d'approcher les gens. On a l'impression un peu de les pousser, on a l'impression un peu de les forcer des fois à faire quoi que ce soit. On n'est pas là pour dire aux gens quoi faire, mais c'est important, disons, d'avoir cette relation et au début, passer ce temps de qualité pour mettre les objectifs en place, s'accorder, afin que plus tard, on n'ait pas à perdre ce temps ou devenir frustré parce que les gens disparaissent ou sont plus très, très motivés par le projet. Donc ça, c'est la chose pour moi qui est vraiment clé, si l'on peut dire, que j'ai appris, c'est avoir cette transparence dès le début et savoir exactement à ce qu'on s'attend, à quoi s'attendre, disons, que ce soit par du sponsor ou que ce soit par une nouvelle personne qui commence. Ok, ok. Et donc, du coup, j'ai bien compris. Est-ce que tu rajoutes des choses, tu lui dis, bah, écoute, ne fais surtout pas ça, ou fais ça, ou je t'invite à faire ça, 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 pour Exact. atteindre tes premiers objectifs, souvent dans les entreprises de marketing relationnel, il y a un premier objectif de départ, un fast start bonus ou un bonus de démarrage, enfin voilà, ils appellent ça différemment. Quels sont tes premiers conseils pour enclencher le plan d'action et aller chercher ce premier objectif? Oui, comme tu le dis, effectivement, en général, disons, chaque compagnie a un fast start, un bonus ou disons un premier objectif qui est clair et je dirais en général simple à accomplir. Donc, bien évidemment, c'est toujours la première étape, hein, avec ce membre. Et c'est là qu'en tant que sponsor, c'est notre responsabilité d'accompagner ce membre dans ce procédé. En gros, leur montrer comment eux-mêmes atteindre cette première étape afin que eux puissent ultérieurement faire exactement pareil avec leurs membres d'équipe. Donc l'idée, c'est évidemment, moi, comme je dis toujours, j'invite toujours les gens à faire quelque chose, ou je leur conseille de faire telle chose. Je ne dis jamais aux gens, fais ci, fais ça, parce que chacun, évidemment, est libre de bâtir son business de la manière dont elle le veut. Mais j'utilise toujours, en gros, mon expérience pour leur faire comprendre que, voilà, des fois, on croit tout croire, tout comprendre ou tout savoir. Mais en fin de compte, c'est important et c'est aussi d'avoir cette relation de confiance, de faire confiance en son parrain, son sponsor, et accompagner cette personne, bien évidemment, durant les premiers jours, durant les premières semaines, jusqu'à ce qu'en fait, il se sente assez confiant pour pouvoir faire de même. Donc c'est un peu, je dirais, ce pas de commencer ce voyage, si l'on peut dire, de commencer cette aventure avec eux et de les suivre de très près, mais tout en étant, je dirais, en leur donnant toujours les options de faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas forcer les gens à faire en gros ce qu'ils ne veulent pas, mais toujours utiliser son expérience, bien évidemment, pour partager les erreurs qu'on a faites. Comme je disais tout à l'heure, c'est important d'apprendre des erreurs des autres pour pouvoir enseigner en fait les bonnes choses à faire pour ces nouveaux membres d'équipe. Euh, donc, euh, donc oui, tout à fait. C'est une question d'accompagner et une question, comme je disais, de confiance et de transparence. Ok, ok, super. Maintenant, pour ceux qui sont, disons, ben, un peu plus avancés, qui commencent à avoir une petite équipe, mais ils ont des difficultés, entre guillemets, bon, c'est un mot qu'il y en a plein qui n'aiment pas trop, mais à un moment donné, ben, c'est un peu ça, c'est le management de son équipe ou le leadership, enfin voilà, on peut parler de différentes notions, mais en gros, voilà, imaginons, j'ai une petite équipe de 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Qu'est-ce que je peux faire
pour la motiver, la réveiller si elle est un peu endormie, s'il y a des gens qui commencent à abandonner ou qui, voilà, qui eux n'arrivent pas à réussir, certains éléments n'arrivent pas à réussir et donc souhaitent abandonner. Comment faire pour rattraper ça, pour remotiver, pour redonner envie, pour rappeler la décision que la personne avait prise au départ, peut-être, je ne sais pas. Mais comment toi tu fais pour dynamiser, arriver à ce stade intermédiaire en fait où on est entre la petite équipe et la grosse équipe? Ce qui fait la différence entre une petite équipe et une grosse équipe, c'est qu'en fait, une grosse équipe est composée de plusieurs petites équipes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, dans un groupe de 40-50, on aura toujours par défaut au moins 2 ou 3 personnes qui seront ultra motivées. Bon, c'est la règle des 80-20. Moi, j'applique toujours la règle des 90-10 même, comme ça, je ne suis pas déçu. Mais quand on arrive à un groupe de 40-50, il y aura toujours 3, 4, 5 personnes qui sont motivées. Donc, en fait, l'idée, c'est toujours d'identifier ces personnes-là, de rester proche de ces personnes-là. Et en fin de compte, je ne vais pas utiliser ces personnes-là, c'est pas ça, mais travailler avec ces personnes-là pour évidemment créer cette ambiance, si l'on peut dire, dynamique au sein de l'équipe. L'idée de motiver les gens, moi j'ai toujours eu du mal à motiver les gens parce qu'en fin de compte, motiver les gens marche très rarement. Soit on est motivé naturellement et on avancera, quoi qu'il arrive. Oui, bien évidemment, en particulier dans cette profession, on suit des hauts et des bas, ce n'est pas toujours évident. Il faut qu'on travaille sur soi-même pour rester motivé. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'on a des phases un peu moins porteuses que d'autres. Mais moi, disons, l'idée de motiver les gens, pour moi, ça ne marche pas réellement. C'est plutôt en voyant les autres faire ou en le faisant soi-même pour montrer l'exemple à son équipe qu'on arrive à garder les gens motivés. Donc l'idée, c'est toujours d'identifier ces personnes-là et en fait de les édifier afin évidemment de créer cette espèce d'effet de suivi du reste de l'équipe. Et peut-être sur les 40 équipes, 40 membres d'équipe, 40-45 membres d'équipe qui sont peut-être moins motivés, peut-être une vingtaine ne font pas grand-chose, mais ça a tendance quand même à aider ces 20 qui restent à rester engagés, à rester productifs. Et c'est comme ça qu'en fait, on garde un groupe motivé. Maintenant, pour passer au niveau suivant, bien évidemment, c'est de travailler de très proche avec ces top leaders, disons, de ce groupe, pour eux les aider à créer leur propre équipe de 40 ou 50 personnes. Donc en fait, c'est comme une manière une fois qu'on a réussi à trouver ces leaders dans un groupe, après, c'est à les aider à faire exactement pareil avec un autre groupe et continuer sur ce pas-là. Et c'est exactement ce qui se passe dans une grosse organisation, comme celle que j'ai pu avoir en Asie ou dans d'autres pays. C'est qu'en réalité, on s'aperçoit que c'est simplement une multitude de petites équipes de 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes qui en fait tombent sous une organisation. Mais l'idée, c'est toujours, bien évidemment, de construire l'équipe, de garder cette espèce de dynamique, de momentum et de focaliser ça autour de ceux qui veulent avancer, bien évidemment. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, oui, si on a un peu cette entente ou cet accord avec nos membres quand ils commencent, bien évidemment, on peut les relancer régulièrement, à savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils sont toujours intéressés à construire leur business ou pas. On peut le faire. Mais en fin de compte, ce sont les gens motivés d'eux-mêmes qui continueront l'aventure et qui permettront à leur groupe de passer au niveau suivant. Et en fin de compte, une grosse équipe, c'est simplement, comme je disais, c'est une multitude. Disons, c'est une multitude simplement de petits groupes de plusieurs groupes de leadership qui d'eux-mêmes ensuite deviennent indépendants et grandissent eux-mêmes. Ok, génial. J'ai une question qui me vient là de suite, c'est est-ce que par exemple un nouveau, tu lui conseilles de faire du développement personnel à côté de son activité? Et si oui, quel type ou, voilà, ou toi personnellement, est-ce que tu as des livres ou des audios qui t'ont plu, qui t'ont apporté des choses, des déclics peut-être? Voilà, l'aspect de développement personnel, est-ce que c'est important? C'est ultra important. C'est presque une réponse évidente. Moi, si je prends mon cas personnel, durant ma carrière de professeur, j'avais jamais été
exposé, si l'on peut dire, à tout ce qui est développement personnel. Donc j'ai découvert ça quand j'avais 36 ans. Donc en fait, assez tard, si l'on peut dire. Pour moi, ça m'a totalement ouvert un nouveau monde, si je peux utiliser cette expression. Un des tout premiers livres que j'avais lu, c'était euh, Rich Dad, Poor Dad, donc Père Père riche, père pauvre de riche, Robert Père pauvre de Kiyosaki. Robert Kiyosaki, en fait, qui m'a totalement, qui a confirmé plein de choses que je soupçonnais, si l'on peut dire, mais ça m'a ouvert un peu cette espèce de passage dans l'entrepreneuriat. Disons, ça m'a permis de penser totalement différemment que de simplement de travailler, de gagner de l'argent et de continuer ainsi éternellement. J'ai eu aussi l'opportunité de travailler avec une légende du développement personnel, Brian Tracy. Génial. Donc je sais peut-être, je suppose que certains de tes auditeurs connaîtront Brian Tracy. Et ça, en fait, c'était un projet intermédiaire entre ma première et ma deuxième compagnie. Où je travaillais justement. C'était un projet de compagnie de développement personnel où on avait pratiquement une centaine de top formateurs, donc Brian Tracy, T. Harv Eker, Mark Victor Hansen. Ils ont tous les top coachs internationaux comme ça de développement personnel qui en fait avaient construit une plateforme en ligne, en vidéo, de coaching. Donc, j'avais eu l'aubaine, disons, l'opportunité de travailler très proche, en particulier avec Brian Tracy, que j'avais rencontré de multiples fois personnellement, ici en Angleterre, en Hollande aussi, parce qu'on avait construit une équipe là-bas. Et donc, c'est un peu cette expérience aussi qui m'a ouvert les yeux à plein d'autres aspects du développement personnel, ou bien que ce soit Tony Robbins. Donc, principalement, moi, c'était la lecture. Je sais que plein de gens sont fans d'audio. J'aime bien les audios, mais pour moi, je suis quelqu'un d'assez visuel. C'est plutôt la lecture. Donc, je me suis nourri de ce type d'ouvrage, d'auteurs que je viens de mentionner et plein d'autres. Et ça m'a permis, disons, de mieux comprendre qu'est-ce qu'était l'entrepreneuriat, mais aussi de mieux comprendre le type de mindset qu'il fallait avoir pour développer une organisation. Et aussi comment aussi trouver des moyens de rester soi-même motivé. On parlait de motivation tout à l'heure, euh, parce que moi, on ne me motive pas en me disant d'être motivé. Je suis motivé ou je ne suis pas motivé. Je crois que c'est le cas pour la plupart des gens, où on peut être motivé extérieurement, par exemple sur un événement pendant un week-end ou une formation ou quoi que ce soit, mais en réalité, ça a tendance au bout de quelques jours, l'effet, disons, passe au bout de quelques jours. Donc l'idée, ce que j'ai vite compris, c'est qu'en réalité, si je voulais construire une organisation de taille, une organisation qui serait là pour rester, il fallait que moi-même, je trouve un moyen d'être, disons, motivé tous les jours pour faire ce que je faisais. Et en fin de compte, ce que je me suis aperçu au bout d'un certain nombre d'années, c'est que, comme toute habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, faire du développement personnel ou ne serait-ce qu'investir 10-15 minutes tous les jours ou bien une heure, ça dépend du temps qu'on a, dans du développement personnel, devient après ça une habitude, tout comme faire du sport. Moi, j'adore faire du sport, je fais au moins 1 heure de sport par jour. Si je n'ai pas fait du sport, je me sens mal, mais il m'a quand même fallu un certain nombre d'années pour arriver à ce point-là, parce que quand j'enseignais, je n'avais pas vraiment trop l'opportunité de faire du sport. Quand je me suis mis à plein temps à faire du marketing relationnel, ça m'a permis de tous les jours de recommencer à faire du sport tous les jours, parce que quand j'étais gamin, je faisais la natation pratiquement tous les jours, et après, il y a eu cette période de ma vie où pendant une quinzaine d'années, j'ai fait très très peu de sport. Et tout comme le sport, le développement personnel, quand il devient une habitude, ça devient presque comme une drogue, si l'on peut dire. En fait, ensuite, en fait, on développe cette capacité à pouvoir, comme ça, se motiver ou simplement se mettre dans l'espèce d'état d'esprit qu'il nous faut pour pouvoir, disons, travailler au jour le jour. Parce que c'est pas évident d'avoir son propre business, quelle que soit l'industrie, si l'on peut dire, mais en particulier le marketing relationnel, où en fait, si on regarde le modèle du marketing relationnel en lui-même, c'est un modèle qui est très très simple. Qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on partage un produit, on partage une opportunité,
et ensuite on récolte des décisions. En gros, c'est notre job. Notre job, c'est de présenter de l'information. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, mais on est là pour leur demander, voilà, quelle est ta décision? Est-ce que ça t'intéresse? Si ça les intéresse, super. Si ça ne les intéresse pas, super aussi. Ça, il m'a fallu aussi des années pour le comprendre. Mais en fait, notre tâche principale est simplement de partager de l'info et de savoir ce que les gens en font. Euh, Par contre, en fin de compte, bon, ça c'est quelque chose qui a l'air tout simple à faire, mais mentalement, c'est pas évident de faire ça tous les jours, de multiples fois par jour, pendant non seulement des semaines, des mois, mais voire même des années. Donc ça, c'est une question de force mentale, et c'est ce que le développement personnel nous apprend, afin de pouvoir, tout comme une course, que ce soit un marathon ou quoi que ce soit, ça nous donne cette espèce d'énergie, d'endurance pour pouvoir en fait arriver à un stade dans notre business où en fin de compte, ben voilà, on a une organisation en place qui commence à être indépendante, qui commence à se développer, et c'est là qu'on peut se libérer un peu plus de temps et qu'on peut investir ce temps-là dans sa famille, dans ses passions, dans le sport ou quoi que ce soit. Donc le développement personnel, pour moi, est un complément, tout comme aller faire de la musculation à la salle de gym est un complément à un autre sport. Si on va simplement à la salle de gym pour faire de la musculation, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'on ait un autre sport à côté. Donc, pour moi, le marketing relationnel et le développement le marketing relationnel et le développement personnel, disons, sont deux éléments totalement soudés. Je ne connais pas vraiment de personnes qui ont réussi dans le marketing relationnel sans être constamment en train de s'éduquer sur, bien évidemment, l'industrie, mais aussi s'éduquer sur eux-mêmes. Parce qu'en fin de compte, et je suis sûr que vous serez tout à fait d'accord avec moi, le marketing relationnel est principalement une bataille avec soi-même, une bataille journalière avec soi-même, où on se remet en question tout le temps, où on ne sait pas pourquoi on a un coup de cafard, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Des fois, c'est juste l'être humain. Et ben, c'est aussi une activité dans laquelle, même si elle est simple en théorie, l'être humain étant un être assez, comment pourrait-on dire, atypique, assez imprévisible des fois, quand on a un système, je dirais, parfait et qu'on met des individus ou des êtres humains dans un système, en général, rien n'est simple. Hein. C'est la partie émotionnelle, c'est la partie humaine de la chose. Donc, on ne sait jamais sur qui on va tomber, ce qui fait d'ailleurs la beauté de cette industrie. Comme on ne sait jamais sur qui on va tomber du jour au lendemain, et tout peut tourner sur un rendez-vous, sur une bonne connexion, mais rester fort, rester motivé et surtout concentré sur ses objectifs est virtuellement impossible sans investir ce temps dans du développement personnel. Donc que ce soit livre, que ce soit audio, que ce soit événements, soit des événements de compagnie ou soit des événements externes à la compagnie. Donc c'est important d'avoir cette rigueur et cette habitude. En fait, toute habitude, disons, toute chose que l'on fait, quand ça devient une habitude, évidemment, devient beaucoup plus facile après ça. Donc ça, c'est important d'investir ces ressources. Ça coûte de l'argent aussi, bien évidemment, mais pour moi, j'ai toujours vu ça comme un investissement, non seulement dans moi, mais dans mon business. Mm-hmm. Génial. Du coup, tu as parlé d'événements, je vais rebondir dessus. Est-ce qu'il y a un événement ou quelques événements qui t'ont marqué? Oui, à différentes échelles. Un des tout premiers événements qui m'a marqué, ça a été mon tout premier événement de marketing relationnel. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, c'était littéralement 2 semaines après que j'ai commencé. Donc, c'était à côté de Londres. Donc, j'en reviens à cette compagnie de téléphonie. Donc, c'est là que ça m'a permis de rencontrer mon parrain pour de vrai, en chair et en os. Et ça m'a ouvert un monde tout à fait complètement nouveau, disons. C'était pas un gros meeting, il y avait peut-être à peu près 200 personnes. C'était un événement national, il y avait ne serait-ce que 200 personnes. Mais en fait, j'ai compris la partie, je dirais, professionnelle de notre activité. Donc ça a été une de mes premières expériences et dont je me rappellerai toujours. Une deuxième formation, deuxième meeting qui reste en moi aussi, c'est la première fois que je suis allé à Singapour pour aider notre équipe là-bas, où en fait, j'avais jamais été en Asie, je connaissais pas du tout cette partie du monde, donc il y avait, bien évidemment, c'était comme une grande aventure. Mais ça m'a permis de découvrir le marketing relationnel d'une manière tout à fait différente, dans le sens où, contrairement, je dirais,
dans l'Occident, où les gens ont tendance à être assez individuels disons, mentalement ou dans leur comportement, ce que j'ai compris, c'est qu'en Asie, les gens avaient tendance à bouger tous ensemble dans une direction. Et bien évidemment, il y a toujours des hauts et des bas dans des équipes, mais en réalité, il y avait cet effet de mouvement, cet effet de on est une équipe. Et ça m'a ouvert les yeux, disons, plutôt sur la partie, voilà, le marketing relationnel est un sport d'équipe. Ça c'est quelque chose que j'ai compris. Et disons, ces quelques jours qu'on a passés à Singapour m'ont vraiment, disons, non seulement fait comprendre ça, mais aussi ouvert toute une perspective totalement différente de notre industrie. Et pour la première fois, je dirais, j'avais cette impression en fait, il n'y a pas de limite à ce qui est possible dans cette industrie. Donc ça, c'était quelque chose qui est vraiment resté en moi pour la partie non seulement marketing relationnel, mais aussi la partie humaine, la partie faire des connexions comme ça avec je dirais, des gens qu'on a simplement vus en appel vidéo, quoi qu'à l'époque, c'était plutôt en audio qu'en vidéo, parce que Zoom n'existait même pas, Skype n'était pas terrible. Donc voilà, c'était la découverte d'un nouveau monde et je dirais de la redécouverte d'une industrie que je croyais connaître, mais qui en réalité était bien plus puissante que je pensais. Le troisième type de formation, ou la troisième formation qui m'a toujours marqué, c'est dans cette compagnie de voyage avec laquelle je travaille donc depuis 2010. On a un événement annuel qui a été créé par notre directeur de formation. Ça s'appelle The View, donc la vue, The View from the Edge. Et c'est une formation qui est plutôt un mélange en fait, c'est une série, si l'on peut dire, de sketchs plus ou moins d'une demi-heure environ, où ce formateur en fait incarne différents types de personnes ça peut être de métiers ou de situations. Donc ça peut être un soldat, ça peut être un joueur de hockey, ça peut être un joueur de poker, ça peut être un médecin. Et en fin de compte, l'idée, c'est de pouvoir éduquer les gens disons, en s'amusant, sans avoir vraiment l'impression disons, d'apprendre. Bon, moi, étant prof, j'ai toujours été assez droit, si l'on peut dire, dans la manière d'enseigner. Donc, j'aime bien qu'on me donne plutôt des faits. Mais ce que j'ai appris à travers cette formation, c'est qu'en réalité, ce sont souvent nos expériences, la partie émotionnelle de ce qu'on voit ou de ce qu'on vit, qui en fait nous apprend les meilleures leçons. Donc, c'est cette formation qui d'ailleurs, en fait, est une formation annuelle, qui m'a aussi vraiment, vraiment marqué. Donc, la première fois que je suis allé à The View, j'ai vraiment, disons, encore une fois, compris le marketing relationnel d'une manière encore différente, d'un autre angle. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai appliqué, évidemment, avec mes équipes, mais aussi dans ma vie personnelle. Quelque chose que je faisais déjà plus ou moins aussi en tant que prof, parce que bon, en tant que prof de langue, on a toujours tendance à se mettre dans des situations de ce qu'on appelle de role play. Donc, ce sont un peu des espèces de sketch. Voilà, on est dans un café, comment commande-t-on commander de café et une bière ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est un peu le type de scénario qu'on utilise en tant que prof. Mais disons, à la sauce marketing relationnel et avec cette qualité, disons, de formation, c'est quelque chose qui vraiment m'a vraiment aidé dans ma carrière. Et surtout, ce que j'ai vraiment appris des événements, c'est que le plus important dans les événements, c'est pas nécessairement d'y aller soi-même, mais c'est de partager ça avec ses membres d'équipe. C'est le secret, disons, de construire une grosse organisation, et j'en reviens en gros en particulier à notre équipe asiatique. Ça a été le fait qu'on a eu des événements très très réguliers, du fait que cette équipe était tellement, disons, progressait tellement vite qu'en fait, il y a eu énormément d'événements très très réguliers. Et en fait, en fin de compte, avec cet effet de groupe ou cet effet de communauté assez particulier dans les marchés asiatiques, ce sont ces événements on parle d'événements de pas de 500, ou c'était des événements pas de 500 ou 1000 personnes, c'était des événements de 4, 5 000, 10, voire 15 000 personnes assez régulièrement. Ce sont ces événements-là qui ont bien évidemment créé cet énorme groupe. Donc les événements ne sont pas seulement une manière pour nous de nous éduquer ou même de se recharger ou de se remotiver, si l'on peut dire. C'est surtout une manière
de pouvoir faire, disons, grandir son business en partageant ça avec nos membres d'équipe. Et je dirais qu'une des stratégies pour toute personne qui aspire à, on parlait tout à l'heure d'un groupe de 40-50 personnes, une stratégie, disons, pour toute personne qui aspire à faire grandir ce groupe, c'est de s'assurer qu'un maximum de ces gens-là soient présents ou à l'événement suivant. Je sais que cette dernière année, ou presque ces deux dernières années, par exemple, il y a eu énormément d'événements sur Zoom, etc., en ligne. Ça n'a pas le même effet qu'un événement physique, où on a, je ne sais pas, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes dans une salle, excitées. Et en fin de compte, pour bien des gens, c'est là que le déclic arrive. Ensuite, je dirais, le reste, c'est plutôt une question de comment. Mais bien souvent, les gens trouvent leur pourquoi, ou du moins, ils ont peut-être leur pourquoi en arrivant, mais ils le comprennent réellement à ces événements. Et voilà, en gros, ce sont les événements qui permettent de mettre de l'huile sur feu, si l'on peut dire, et aussi d'avoir ces espèces de points de repère au fur et à mesure que notre activité et notre équipe progressent. Donc voilà, je dirais les trois événements qui m'ont marqué durant ma carrière. Fantastique. Moi, il y a un événement, bien sûr, qui m'a marqué, c'est effectivement A View from the Edge. Et c'était avec toi, on était à Berlin et il faisait bien froid. Je sais pas Oui, si... effectivement, oui, je m'en rappelle très bien. Ouais. Il faisait bien. C'était au mois de février, il me semble, ou mars, il faisait ultra froid. Ou Ouais, voire même, ou novembre, peut-être je crois que c'est ou bien novembre, ou peut-être c'était soit au début d'hiver ou en fin d'hiver. Mais je sais qu'il ouais, faisait vraiment froid, c'est, quoi, je m'en rappelle. fin novembre ou début décembre, je crois. Ça doit être ça, ouais. Ouais. Donc ça, c'était vraiment un événement qui m'avait marqué et je crois que c'était la première fois qu'on se rencontrait à l'étranger. C'était à Berlin. On s'est rencontrés en France, aux Pays-Bas. À Belgrade aussi, en fait, à Ouais, à Belgrade aussi. Belgrade. Ouais, ouais, Ah, ouais, ouais. Ah, Une mais des toutes attends. premières fois. Il se peut que ce soit même la Je première fois à crois que Belgrade. Ouais, ouais, ouais. Belgrade, c'était la première fois. Et après, il y a eu Berlin. Voilà. Ouais. Ouais. C'était vraiment génial. La View from the Edge, j'ai vraiment été impressionné. C'était magique. Et effectivement, je pense qu'il faut le vivre pour comprendre ce dont on parle. Euh, enfin, toutes ces scènes qui sont jouées par le directeur international de la formation sont juste incroyables et les messages passent hyper bien. Et en plus, il y a plein de messages et chacun trouve les messages qui lui sont importants par rapport à son histoire, son parcours, son équipe, son aventure. Donc, ouais, je pense que Exactement. c'est Ouais. vraiment un événement qui se vit et revit sans fin en fait. Parce que à chaque fois, en plus, ouais, il est génial. Il change les personnages, il change les rôles, il change vraiment les leçons à passer. Donc, il est trop Ouais, fort. et puis entre-temps, on progresse, donc je dirais nos problématiques changent, donc, et on a tendance à apprendre, à apprendre ce qui nous est particulier, disons, à notre cas, donc c'est hyper Exactement. important. Ouais. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la vie, quoi. Si on regarde le système éducationnel, euh, à travers les siècles, si l'on peut dire, ça a beaucoup été de simplement passer l'information, etc., apprendre simplement presque comme un robot, si l'on peut dire. Mais en fait, ce sont par nos expériences émotionnelles que les vraies leçons s'apprennent, que ce soit positif ou négatif. Alors, en général, on apprend soit si ça fait mal ou si ça fait plaisir, quoi, si ça fait du bien. Donc en réalité, c'est toujours par ces expériences-là, et en particulier si c'est dans un contexte comme le marketing relationnel, où, en fin de compte, comme je le disais, le marketing relationnel en lui-même est relativement simple. Je dirais l'aspect transactionnel, si l'on peut dire, est relativement simple, mais c'est simplement ce qui se passe là, en fait, qui détermine si on réussit ou pas, comme dans plein d'autres activités, mais en particulier dans le marketing relationnel, parce qu'en fait, c'est la nature de ce type disons, la manière de distribuer des produits qui fait qu'en réalité, on aura tendance au début à mettre beaucoup de temps dans notre affaire, à investir énormément de temps et peut-être pas voir un retour d'investissement si grand que ça. Et c'est vraiment au bout d'un moment où on arrive un peu à cette espèce de point de bascule où voilà, on va investir X heures par semaine et on va commencer à s'y retrouver. Mais bon, l'idée, ou moi, ce qui m'a toujours excité dans le marketing relationnel dès les débuts, c'était de pouvoir construire quelque chose et ensuite de simplement passer quelques heures par semaine disons,
disons, dans son business ou pouvoir avoir plus de flexibilité. Bien évidemment, on n'arrive jamais à un point où on peut simplement ne plus faire ou ne plus s'occuper de son équipe ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est un peu comme un enfant, je veux dire. Au début, on s'en occupe beaucoup, après ils grandissent, etc. Ils sont un peu plus indépendants, mais d'une manière ou d'une autre, on est toujours là pour eux, et d'une manière ou d'une autre, ils auront toujours besoin de nous, ne serait-ce que pour soit emprunter de l'argent ou parce qu'ils ont besoin de quoi que ce soit. Ça ne change pas, les enfants coûtent de l'argent. Mais ce que j'essaye de dire là, c'est qu'en fin de compte, on développe aussi cette espèce de relation émotionnelle avec certaines personnes dans cette activité. Et en fait, on devient amis à vie, si l'on peut dire. Et même si on peut lever le pied par moment, il faut toujours être là, toujours être disponible. Simplement qu'on a un peu plus de temps durant la semaine où ça peut être un mois par-ci, un mois par-là pour pouvoir vivre ses passions et réellement apprécier tous les efforts qu'on a fait, quoi. Le marketing relationnel, c'est principalement une question de persistance, de ne pas abandonner, de ne pas se décourager si on n'atteint pas certains objectifs aussi vite qu'on le pensait, parce qu'en réalité, bon, oui, c'est basé sur un modèle de duplication, mais en réalité, une duplication parfaite n'existe pas. Comme je disais, dès qu'il y a un élément humain dans n'importe quel système, en fait, ça a tendance un peu à compliquer les choses. Mais en fin de compte, d'une manière ou d'une autre, et ça c'est un peu ma philosophie, si on continue si on se tient, disons, à son plan, qu'on est persistant, régulier, même si les choses n'arrivent pas exactement dans l'ordre qu'on anticipe ou avec, disons, dans le sens où on aimerait qu'elles se passent, d'une manière ou d'une autre, si on garde la foi et qu'on continue, les choses finissent toujours par retomber sur leurs pieds, si l'on peut dire, ou les choses finissent toujours par aboutir sur quelque chose. Jamais au moment où on s'y attend. Des fois, on va bosser ultra dur en s'attendant à des résultats et il ne se passe rien. Et il se peut qu'on soit une semaine en vacances quelque part et c'est là que, boum, un leader rentre dans l'équipe et les choses magiques se passent. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail de longue haleine. Ce qui compte, c'est pas de juger nécessairement ce qu'on fait sur une semaine ou un mois. C'est une carrière, disons, de 5 à 10 ans. Bien évidemment, on peut y arriver beaucoup plus tôt. Moi, j'ai pu au bout de 2 ans, disons, d'en vivre à plein temps. Mais ce qui est important, c'est que c'est une carrière de long terme et ne pas juger ce qu'on fait sur quelques semaines ou quelques mois, mais juger sur plusieurs années. Et en fin de compte, ensuite, revisiter de temps en temps où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller. Et garder, disons, cette vision de long terme. Mais d'une manière ou d'une autre, si on est persistant, ça finit toujours par marcher. Yes, fantastique. Oui, c'est un jeu de nombres en fait, c'est un jeu de grand nombre. Absolument. Partage l'information à suffisamment de personnes pour tomber sur les quelques 2, 3 bonnes personnes pour qui c'est le bon timing, pour qui ça fait sens, pour qui voilà, ils se projettent, ils voient le potentiel et ils ont à la fois l'ambition de mettre en place les actions et aboutir à leurs objectifs. Donc, effectivement, c'est une question de temps au final si on persévère et qu'on est constant. Tu as parlé un peu de liberté financière en quelque sorte, puisque tu as dégagé du temps. Toi aujourd'hui, comment as-tu profité, au-delà du sport, du quotidien, voilà, en Angleterre, voilà, comment as-tu profité de ta liberté financière? Comment tu profites actuellement de ta liberté financière? J'ai plusieurs passions. Donc, bon, on mentionnait le sport, mais ça, c'est plutôt quelque chose que je fais, comme tu le dis, au jour le jour. Donc ça, c'est presque quelque chose que je prends pour acquis. Et pour moi, c'est simplement une question de rester en bonne santé et c'est une habitude. Mais mes passions, c'est bien évidemment, comme beaucoup de gens, c'est de voyager. Ouais. Donc, j'ai pu, disons, ce que le marketing relationnel m'a donné ces dernières années, c'est d'avoir fait pas loin d'une centaine de voyages sur une période de 10 ans, très souvent avec mon épouse et mes filles. Donc pour moi, ça avait été toujours une de mes motivations, disons, de pas seulement éduquer les filles, disons, en tant À que travers des père à la livres. maison, etc. Mais voilà, les éduquer un peu sur la vie, sur d'autres cultures, en voyageant, pas en regardant ça à la télé, mais en voyageant, en découvrant d'autres types de cuisine, d'autres expériences, des personnes de différents continents.
Et en gros, voilà, comme je disais, ça m'a permis de faire une centaine de voyages, donc des voyages que ce soit en Asie plusieurs fois, au Mexique, en Amérique du Nord, un peu partout en Europe. Ce que j'aurais jamais pu faire en tant que prof, quoi, avec un salaire d'environ, je sais pas, à l'époque, peut-être 2 000 € ou 2 500 € pour une famille de quatre, c'est pas génial, même si ma femme a toujours travaillé à côté parce qu'elle est très indépendante et je recommande d'ailleurs toujours d'avoir quelqu'un si on a une épouse ou un époux, c'est évidemment d'avoir ce support aussi de cette personne, même si au début c'était pas évident, mais ça c'est tout un autre sujet. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais prof, bon, on partait une fois en France, une fois en Hollande, etc. Une fois en Italie, donc je pouvais pas du tout offrir à ma famille le style de vie auquel j'aspirais. Mais le marketing relationnel m'a permis, disons, de partir très, très régulièrement, pratiquement, je dirais, une fois par mois. Bon, bien évidemment aussi dans l'optique de construire mon organisation, mais on a eu l'aubaine de partir en famille au moins 5, 6, voire plus fois par an, pratiquement à toutes les vacances scolaires, quoi. Et donc ça a vraiment changé ma vie de ce point de vue-là. Aussi le fait de pouvoir habiter dans un environnement sympa, hein, comme je le disais au tout début, j'habite dans c'est une ancienne station balnéaire victorienne, très résidentielle, qui est vraiment cool. Donc ça m'a permis de vivre dans cet environnement aussi, de trouver une maison qui me plaise, avec, je dirais, dans une culture qui me plaît aussi, et de pouvoir se faire de petits plaisirs de temps en temps. Donc les petits plaisirs, ça peut être sortir régulièrement, faire pas mal d'expériences avec des amis, se payer une voiture sympa, que ce soit un coupé Jaguar ou bien là à l'heure actuelle j'ai une Tesla Model 3, comme j'aime bien tout ce qui est technologie, mais bon ça n'a jamais été mon but vraiment disons, je suis assez modeste disons en tant que personne, donc ça n'a jamais été vraiment, c'est plutôt par passion personnel, certaines voitures ou quoi que ce soit, plutôt que vraiment pour en mettre plein la vue aux gens. Mais comme je le disais là, je suis assez fan de de tout ce qui est technologie. Donc ça m'a permis d'avoir ce, euh, ce, ce niveau de vie. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Quoi qu'à l'heure actuelle, faire ce qu'on veut quand on veut, c'est pas évident. Ça fait 1 an et demi Covid. qu'on ne peut pas vraiment voyager. Je suis même pas mis les pieds en France depuis 1 an et demi. Mais ce que le marketing relationnel m'a donné principalement, c'est de pouvoir choisir. Voilà. Et ça fait depuis 2006 que je suis à plein temps en marketing relationnel. Donc ça fait une quinzaine d'années que je fais mes propres choix. Personne ne me dit quoi faire, sauf mon épouse, bien évidemment, ou les filles de temps en temps. Mais en fin de compte, voilà, c'est ce sentiment de savoir qu'on est totalement libre de son agenda, du moins. Ouais. Euh, et c'est pour ça. Et bon, maintenant, le challenge, c'est de savoir à quel niveau est-ce qu'on est libre ou jusqu'où est-ce qu'on peut être libre, parce qu'on peut tomber un peu dans la phase, de l'autre côté, disons, ou dans le piège de se dire, voilà, maintenant, je gagne de l'argent, je fais ce que je veux, je me lève à 10 heures du matin, je fais pas grand-chose, etc. Ça, c'est le danger. Donc, c'est pour ça que je me lève toujours ultra de bonne heure le matin, parce que c'est important de garder cette discipline. Et ce qui fait que j'ai plus d'heures dans la journée pour pouvoir profiter de mon temps. Mais le marketing relationnel m'a donné cette opportunité de libérer ces pratiquement 10 heures que je passais avant par jour entre aller au boulot, enseigner, revenir, etc. Plus les 10 heures que je passais probablement durant le week-end à corriger les cahiers, etc., préparer les leçons. Donc ça m'a permis de regagner ce temps-là et de pouvoir aussi le redonner localement. Je fais pas mal de bénévolat localement. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et voilà quoi. Là, ce qu'on attend, c'est simplement qu'on puisse revoyager et recréer ces expériences avec les personnes qu'on aime et pouvoir continuer à découvrir cette belle planète.
Fantastique. Bon, mais Chris, on a dépassé l'heure. Moi, je me suis vraiment éclaté à vraiment tout prendre pour moi, déjà, personnellement. J'ai adoré toutes tes réponses. J'ai adoré que tu nous racontes un peu plus en détail un peu ton parcours. Est-ce que éventuellement, tu souhaites nous partager une dernière chose, le mot pour la fin, ou voilà, tu as une petite idée, ou peut-être des questions auxquelles j'ai pas pensé, que peut-être que ce serait intéressant d'apporter un élément de réponse à notre communauté qui découvre le marketing relationnel ou qui est déjà dans le marketing réseau avec une certaine expérience, pas d'équipe, petite équipe, grosse équipe. Voilà, est-ce que tu as une idée peut-être? Voilà. Comme la plupart des personnes qui ne me connaissaient pas avant cet appel en auront conclu, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin d'être totalement on parle de personnalité. Il y a différents types de personnalités. Des personnalités assez agressives, on appelle ça des personnalités rouges. On a des personnalités vertes qui sont plutôt, je dirais, analytiques, jaunes plutôt, disons, tournées sur les autres et bleus qui adorent s'amuser. Bien souvent, on a l'impression que pour réussir dans le marketing relationnel, il faut être gonflé à fond, il faut être ultra actif. Oui, effectivement, chacun a son style. Et c'est un peu le mot sur lequel j'aimerais finir, c'est que le marketing relationnel, c'est surtout, disons, pour avoir du succès dans le marketing relationnel, c'est surtout s'entourer de bonnes personnes et de trouver des personnes qui ont peut-être certaines capacités ou qualités que nous, on n'a pas. Moi, je ne suis pas la personne la plus extravertie, comme tu en as conclu depuis des années, mais j'ai su trouver et m'entourer et travailler avec des gens qui avaient peut-être ce type de personnalité, ou peut-être un type plus agressif, ou un type beaucoup plus peut-être tourné sur les autres, ou quoi que ce soit. Donc moi je suis plutôt un peu, comme je disais, analytique de nature. Donc ce qui est important, c'est de savoir que le marketing, on peut trouver les compétences que l'on n'a pas. Bien évidemment, on peut les développer nous-mêmes, mais jusqu'à un certain degré. Mais on peut aussi trouver certaines compétences que l'on n'a pas pour développer son activité en trouvant les bonnes personnes et en s'entourant de la bonne équipe. C'est pour ça qu'en réalité, c'est ultra important d'avoir un peu de tout dans son groupe. Et avoir ça en tête, garder ça en tête, il faut un peu de tout pour faire un monde, comme on dit, et il faut un peu de tout pour créer une équipe de marketing relationnel. Donc, le message que j'essaye de dire, c'est que restez vous-même. Ça paraît un message encore assez, disons, c'est comme un cliché, si l'on peut dire, mais restez vous-même. Votre style est ce qui, en fait, fait que vous êtes un individu, que vous êtes différent d'autres personnes. Ça plaît pas, c'est pas un problème. c'est pas notre problème. Okay, donc, restez vous-même. Et d'une manière ou d'une autre, essayez d'identifier des gens qui peuvent apporter, disons, ce que vous, peut-être, n'avez pas, disons, dans votre éventail, si l'on peut dire, de capacités. Donc ça, c'est un peu ce message-là, rester soi-même et pouvoir, disons, simplement comprendre que c'est un effort de groupe, c'est un sport d'équipe. Et toute personne peut réussir. S'il y a un prof qui n'avait jamais lu un seul ouvrage de développement personnel, qui n'avait aucune idée de ce qu'était le marketing relationnel, disons, à 36 ans, peut réussir dans cette activité. En fait, tout le monde peut réussir dans cette activité. Et c'est là que je me dis que toute personne qui découvre le marketing relationnel à 20 ans, 25 ans, 30 ans, a vraiment une super opportunité, encore plus en 2021, où bien évidemment, avec le type d'outils qu'on a, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des produits, des plateformes comme Zoom, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est communication, on a vraiment l'opportunité de développer ça à une échelle globale, presque, disons, de manière instantanée. Quand je dis instantanée, c'est-à-dire plutôt en live, etc., et vraiment de toucher à des gens à travers la planète. Je me dis, si vous tombez dans cette catégorie d'âge et vous êtes totalement, disons, dans cette phase, disons, présente de tout ce qui est outils, etc., vidéo, communication audiovisuelle, etc., réseaux sociaux, vous avez une énorme opportunité de vraiment de progresser et d'en vivre à plein temps. Non seulement d'en vivre à plein temps, mais aussi de pouvoir permettre à d'autres personnes de faire pareil et de libérer et de donner ce sentiment de liberté à plein d'autres gens à travers la planète. Non seulement localement, près de chez vous, mais aussi littéralement de l'autre côté de la planète, comme j'ai eu, disons, la chance de le faire ces dernières années. Donc, restez vous-même, restez sur vos objectifs,
soyez persistant, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Ça, c'est important. Il n'y a jamais de questions bêtes. Mais le plus important, c'est que si on se tient à ça, d'une manière ou d'une autre, les choses finissent toujours par aboutir sur quelque chose. Et en fait, on atteint nos buts bien souvent quand on s'y attend le moins, quoi. Donc, voilà les derniers mots, un peu philosophes peut-être. Mais c'est une belle profession, pas toujours facile, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de donner son temps, de donner de son énergie. Ça vaut le coup de passer par tous ces hauts et tous ces bas, parce qu'en fin de compte, la vie passe très vite. À 53 ans, il y a 30 ans, je me disais, oh là, il y a le temps encore, 30 ans, 40 ans. Mais en fait, les choses passent très, très vite. Les enfants grandissent très, très vite, donc il faut en profiter. Et n'abandonnez jamais, continuez sur vos objectifs. Et d'une manière ou d'une autre, même si vous n'y arrivez pas exactement, ça devrait suffire pour vous donner cette liberté et pouvoir évidemment profiter de votre vie. Génial, j'adore. Mais Chris, tu es la bienvenue, hein, tu passes à la maison quand tu veux, dès que tu peux venir en France. Et avec Juliane, avec mon épouse, donc on se disait qu'on passerait sûrement en Angleterre, donc on fera un coucou avec grand plaisir si jamais Voilà, vous exactement. Moi, tout ce que j'attends, c'est ne voyagez pas. c'est qu'on puisse sortir de notre île là, sans être obligé de se mettre en quarantaine, littéralement, à l'aller et au retour. Ouais. Donc voilà, on croise des doigts, mais on a une super opportunité dans notre industrie. Et évidemment, au fur et à mesure que les choses vont repartir, pour toute personne qui développe à l'heure actuelle une compagnie de marketing relationnel, c'est un modèle qui ne va faire que progresser. Bien évidemment, plein de gens ces 2 dernières années ont découvert qu'ils pouvaient aussi travailler à la maison. En fait, cette phase n'a fait qu'accélérer certaines tendances. Et je pense que beaucoup de gens seront à la recherche de quelque chose à côté de leur occupation principale, et pour développer ça, parce qu'évidemment, en travaillant à la maison, on s'économise 1 ou 2 heures par jour de voyage. Ça nous permet de voyage Trajet. oui, de trajet. Donc, ça nous permet de développer autre chose. Et donc, le marketing relationnel est la plateforme parfaite pour ça. Donc voilà. D'accord, là, durant Covid, ça a été une révélation. Beaucoup de gens se sont vus avoir des problématiques économiques, financières, et en plus du télétravail qui s'est démocratisé grâce aux médias, hein, c'est vraiment devenu une vraie solution. Il y a eu un combo qui fait que le marketing réseau s'est retrouvé être en lumière beaucoup plus qu'avant, avec beaucoup moins de préjugés. Voilà, les gens étaient beaucoup plus ouverts. Il y a eu une croissance phénoménale dans toute l'industrie. Et là, ça va aller, en fait, avec la reprise, les gens ne vont pas oublier ça. Et je pense que voilà, là, le marketing relationnel va devenir une évidence en francophonie et en France, ça c'est sûr. Donc, en termes de positionnement, en termes de timing, c'est un des meilleurs timings au monde pour démarrer dans le marketing relationnel, commencer à se former, commencer à faire ses premiers pas et réussir. Écoutez bien les conseils de Chris, donc faites-vous accompagner, vous allez gagner un temps fou, parce que les personnes bêtes n'apprennent rien de leurs erreurs. Les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs, et les personnes les plus brillantes apprennent des erreurs des autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien répéter à mes propres équipes. C'est pour ça que, voilà, assistez à des formations, investissez sur votre développement personnel et de compétences, bien évidemment, et de côté technique. Investissez sur peut-être un coach, un mentor. Et bien évidemment, je suis en train de vous vendre ma propre paroisse, en gros. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que je fais régulièrement des interviews de leaders, je partage des conseils, je partage vraiment pas mal de contenu. Je crois apporter énormément de valeur, que vous soyez nouveau, intermédiaire ou expert, ou déjà leader. De toute façon, ça fait toujours que du bien de réentendre certaines choses, de réajuster, de mettre un peu de nuances, ou d'ajuster d'un degré en fait son tir. Voilà, donc restons connectés. Plus on sera soudés dans cette communauté qu'est l'industrie du marketing relationnel de manière très large, hein, toute compagnie confondue, mais plus en fait on va pouvoir mettre vraiment les lettres de noblesse sur notre industrie, faire en sorte que les gens respectent de plus en plus notre métier. Voilà, notre profession est magnifique, encore assez méconnue, et c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit plus connue, qu'on communique de la bonne façon, avec éthique, avec transparence. Chris a vraiment bien souligné ce mot, transparence, plusieurs fois dans cette interview. Et comme j'aime bien dire,
Les amis, devenez des professionnels de marketing relationnel et direction la Grande Ourse. Encore merci Chris, je te salue, je te souhaite une très belle journée. Je vais couper court à cette interview et ce live. Ça se passe par là et à plus tout le monde. Ciao, ciao. À plus, Rudy, encore merci. Ciao.